Eh bien, Alexandre, je ne sais pas si on parlera d'un effet milliard, mais en tout cas, le Parti libéral poursuit une remontée rapide, assez spectaculaire, au point où aujourd'hui, là, il talonne le PQ. Et d'ailleurs, le journal titre ce matin, ça se corse pour le PQ, parce que c'est vraiment ce qui ressort de ce sondage léger dans les intentions de vote, d'abord au provincial. Le Parti québécois, oui, est toujours en tête, mais avec 31%, en recul, donc, effectivement, comparativement là, au dernier sondage. Et c'est le bond spectaculaire de Charles Milliard là, qui fait un gain de 4 pour être à 30. Mais qui fait un gain de 4, Alexandre, après un autre sondage avant où il avait fait un gain de 5 ou 6. Ça fait que là, c'est sur un mois, c'est 10 points. Là. En n'ayant rien fait. Comment ça, rien fait? Ben là, il est devenu chef. Ben oui, mais après, il n'a pas fait grand-chose. Le monde aime ça, laisse voter libéral, laisse-le faire. Ils ont le droit. Le monde aime ça. Les autres partis, il faut qu'ils payent des programmes, il faut qu'ils fassent des choses. Le Parti libéral, il a juste à exister. Il existe en temps. Ben oui, il existe en temps. Ben là, aussi bien que, je veux dire, un seul point d'écart entre les deux, c'est minime. Qui pointe au troisième rang? C'est Éric Duhaime, chez les conservateurs, avec 15% en progression de 1. La CAQ continue donc de descendre à 13%. Là, c'est la CAQ sous François Legault. Ouais, là, la CAQ est plus dure à sonder parce qu'il n'y a plus de chef. Ça, on va y revenir, sauf que l'effet Christine Fréchette, il est moins là. Oui, bien, il est moins là. Parlons-en à ce moment-là tout de suite, parce que c'est intéressant, ce volet-là aussi. On sonde, OK, mais enlevons François Legault de l'équation, puis mettons Christine Fréchette. Est-ce que ça fait bouger l'aiguille tant que ça? Je vous rappelle que François Legault est à 13%. Si on met Christine Fréchette dans l'équation, 15%. Alors qu'il y a quelques semaines, elle montait dans les 20. Là. Fait que là, il y a sûrement une déception beaucoup à la CAQ ce matin en voyant ce sondage-là. Ben en fait, il y a juste un parti qui est vraiment content ce matin, c'est le Parti libéral. Là. Oui. Non, c'est sûr que ça, pour le Parti libéral, là, je veux dire, après la traversée du désert de l'automne dernier, toute l'histoire avec Pablo Rodriguez, visiblement, ce n'est qu'un mauvais souvenir. Ça a pris 2 mois. Ouais, on a oublié. Mais sincèrement, je sais que les médias ont fait souvent beaucoup de bruit. J'ai toujours, si vous m'avez écouté, moi, été un défenseur de la thèse que l'affaire de Pablo Rodriguez, c'est arrivé dans quelques comtés. C'était les gens de Pablo Rodriguez qui avaient amené d'Ottawa. Tu comprends? C'était quand même circonscrit. Mm-hmm. Et ça aurait été injuste. Je sais que certains l'ont fait, de dire c'est tout le Parti libéral qui revient à ses vieilles habitudes. Bon, on remontait à la commission Charbonneau, mais c'était pas juste comme analyse. Là. C'était pas juste dans les deux sens. C'était pas juste dans le sens de justice, puis c'était pas juste dans le sens d'être précis. C'était pas ça qui s'était produit. Fait que voilà. Pour le PQ, évidemment, il y a cette remontée des libéraux qui fait qu'ils sont talonnés. Bon, on dit ils sont toujours premiers chez les francophones. Probablement que ce matin, ils gagneraient un gouvernement minoritaire. Ouais. Chez les francophones, 39% pour le PQ, 19% pour les libéraux. Ouais. Ce qui ferait probablement un gouvernement minoritaire péquiste. Le problème, c'est la tendance. Là. C'est parti pour le PQ à la baisse, c'est parti pour les libéraux à la hausse. Mais moi, je pense que, à moins d'un revirement, dans 2-3 sondages, tu as les libéraux en avance. Je veux dire, moi, tu t'extrapoles, tu dis si la tendance se poursuit, là, si la courbe se maintient, c'est vers là qu'on s'en va. Sauf que l'autre problème, peut-être encore plus gros pour le PQ, c'est la souveraineté qui est au plus bas dont moi, je me souvienne dans ma vie. Là. Oui, et ça, effectivement, ça fait mal. Alors, regardons un peu le portrait de la situation concernant la souveraineté. Si un référendum avait lieu sur la souveraineté, voteriez-vous pour ou contre? Ça, c'est la question qui est posée par Léger. 29% pour. Ça, on n'a pas vu ça depuis 95. Il faut remonter là, contre 71%. Même chez les francophones, la souveraineté très, très, très en arrière, parce qu'on avait l'habitude, même quand la souveraineté, on disait, était basse, c'était une quarantaine de pourcents, on disait, mais chez les francophones, c'est quasiment 50-50, mais là, c'est plus ça pantoute. La souveraineté chez les francophones, c'est 1/3, 2/3. Ouais. Tu l'attribues à quoi? Ben, j'ai entendu, écoute, je pense que c'est un ensemble de facteurs. Qui fait que le fameux timing, là, c'est pas le temps, le monde n'a pas le goût de parler de ça. Hier, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit la guerre en ajoute une couche, c'est probablement vrai, mais c'est la négociation avec Trump, la menace de 51e État, l'arrivée de Mark Carney quand même. Là, il reste que Justin Trudeau, excusez-moi, j'ai jamais été un fan de M. Trudeau, mais Justin Trudeau essentiellement mettait le pays en faillite, s'ingérait, donc tout ce qui était nationaliste s'ingérait dans les compétences du Québec. Mark Carney joue dans un tout autre film, là, où il diversifie l'économie du Canada. Tu peux l'aimer ou pas l'aimer, mais il fait complètement autre chose qui n'alimente plus la souveraineté. Justin Trudeau alimentait la souveraineté. Mark Carney n'alimente plus la souveraineté. Enfin, c'est
une journée où le Parti québécois va devoir... D'ailleurs, ça va être l'objet de notre tribune téléphonique tout à l'heure. On va se demander, est-ce que le PQ devrait carrément... Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a commencé à mettre la pédale douce un peu là, sur la souveraineté, est-ce qu'il devrait renier son engagement d'un référendum, de la souveraineté, de dire, regarde, on met ça en veilleuse, puis on va se faire élire pour gouverner, point, là. Mais ça, c'est intéressant. Puis Mario, autre sous-question. Advenant le cas que c'est un gouvernement minoritaire. Est-ce qu'il peut faire un référendum? La réponse est non, à mon avis. Ben, là, à moins que tu rentres dans une coalition avec Québec solidaire qui veut un référendum aussi, mais... Parce qu'avec ces chiffres-là, c'est une hypothèse qu'il faut envisager. Mais la réponse courte à ta question, c'est plutôt non que oui. Bon, 5e jour en Iran de ces frappes militaires. M. Trump disait avoir anéanti hier toutes les capacités militaires de l'Iran. C'est pas ce qu'on voit, là. Non, pas tout à fait, effectivement, parce que il y a encore énormément d'actions. Je vous résume ce qui s'est passé. Bon, l'armée israélienne dit mener une 10e vague de frappes à grande échelle sur la République islamique. On vise les capacités de tir du pays qui sont encore très nombreuses, selon un porte-parole militaire. Alors là, ça vient contredire complètement ce que Donald Trump disait hier. Mais de toute façon, peu importe ce qu'ils disent, dans les faits, là, il y a des frappes qui sont parties vers Dubaï, des frappes qui sont parties vers le Qatar. Je dis pas que l'Iran est encore forte au point de vue militaire, est affaiblie, mais a encore des capacités de faire du dommage là, significatif. Là. Ah oui, non, tout à fait, t'as entièrement raison. Et tout ça se produit alors qu'on se prépare à célébrer les funérailles nationales de Ali Khamenei. C'est une cérémonie qui va commencer ce soir, ça va s'étirer sur 3 jours. Khamenei a été tué, je vous rappelle, en fin de semaine dans les premiers bombardements. On attend toujours le nom de son successeur. Et le ministre de la Défense israélien a prévenu aujourd'hui que son remplaçant va être une cible aussi à être assassiné. Là. On s'entend qu'ils vont pas... Tu voudrais-tu être nommé, toi, comme successeur? Pas particulièrement, non. C'est pas dans mes plans de carrière. D'après moi, si t'as à prendre une assurance-vie, prends-la avant d'être nommé. Là. Tu dis, mais ça... Et l'Iran a répété ce matin qu'elle n'avait pas l'intention de négocier avec les États-Unis, malgré les frappes là, qui se poursuivent sur le territoire comme tel. À surveiller aujourd'hui, Pete Hegseth, le secrétaire donc à la Défense, va faire le point sur le conflit. C'est à 8 heures ce matin. Et revenons aussi sur ce que Trump a dit hier, parce qu'il recevait le chancelier allemand à la Maison-Blanche. Et puis là, dans un point de presse, revenait aussi sur les coulisses de cette opération-là, en disant, ben, c'est qui a commencé ça? C'est-tu Israël ou c'est les États-Unis? Ou puis là, Trump, il dit, non, ben là, nous, on a attaqué, parce que sinon, l'Iran allait le faire. J'ai pris la décision. Il dit, j'ai pris la décision et j'ai forcé la main d'Israël. Oui. Alors que son ministre des Affaires étrangères, son secrétaire d'État la veille, avait dit non, Israël y allait, puis nous, c'était une opportunité, on a suivi. Mais pour Trump, c'est impensable de se faire dire qu'il est un suiveux, là, qui a suivi Israël. Sauf que, si tu regardes hier, là, c'est bien plus Israël qui mène la guerre, les frappes aériennes, ça a de plus en plus l'air de la guerre d'Israël à laquelle Trump s'est joint. Et dans le mouvement MAGA, les gens disent ça. Tu as vu même Tucker Carlson, l'animateur TV, là, fétiche du mouvement MAGA, qui dit ça. Qui dit là, est-ce qu'on joue le jeu d'Israël? Israël fait des frappes, on les suit là-dedans. Alors j'ai l'impression que Donald Trump va avoir à combattre ça pour 2 raisons. Un, parce que politiquement, son personnage ne veut pas avoir l'air d'un suiveux. Mais humainement, je veux dire... c'est sur son ego, là, c'est quelque chose qu'il peut pas supporter. de pas être lui, l'homme fort, le leader, celui qui décide. Et Mario, 2-3 trucs là, à surveiller, parce que bon, Détroit d'Ormuz, là, Trump a dit, ben s'il faut, on va les escorter, les navires, là, pour passer. Ça, j'ai hâte de voir. Pour ce qui est du prix du pétrole, moi, en m'en venant ici, j'ai vu du 1,62 là, presque. Là. Ça a monté plus que de 6 sous. En tout cas, à première vue, ça... Oui, parce qu'hier, c'était 1,56. Mais c'est le diesel là, qui montrait encore plus. Oui, et petit retour sur ce qui s'est passé en bourse hier. On se souviendra, là, dans les transactions d'avant-ouverture de marché, hier, ça ouvrait à peu près à moins 2,5 %. Il y a quand même eu un rattrapage dans la journée. Là. Les bourses se sont terminées, les bourses américaines, la bourse de New York, on flirtait avec le moins 1 %, mais on a quand même gagné 1,5 %. Et là, quand je regarde aujourd'hui, c'est au vert dans les transactions d'avant-ouverture de marché. Est-ce que la panique aura duré 2 jours, puis là, ben, on retombe sur nos pieds? Moi, je m'attends à une période où on va rester nerveux. C'est ça. L'autre question, c'est la question du rapatriement des Canadiens, parce qu'il y a plusieurs pays qui annoncent des opérations de rapatriement de leurs citoyens plus convaincantes que le Canada. Oui, parce que là, il y a à peu près 100 000 Canadiens qui sont pris dans des zones à risque. Le premier ministre Carney affirme ne pas pouvoir les aider à évacuer. M. Carney est en Australie, on
annoncé. Et selon lui, la situation est trop explosive pour l'instant. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il invite les ressortissants à demeurer vigilants, mais sans aide fédérale, ça pourrait être extrêmement, extrêmement difficile de quitter la région. Il y a Air Canada aussi qui a annulé ses vols pour plusieurs destinations. Et ceux qui essaient de sortir de là vont devoir mettre la main dans leur poche, là. Des fois, c'est du 5-6 000 $ par personne pour un billet d'avion. Charles-Antoine, le Canadien avait limité au cours des derniers mois quand même ses festivals offensifs, là, ses cadeaux à l'adversaire. Hier soir, ça n'a pas été facile. Quoi qu'ils se sont battus honorablement. Là. Ben, t'as raison de souligner le fait que, bon, oui, 3e match cette saison qu'on alloue 7 buts ou plus. Les 2 premiers, c'était en début de saison. Les Capitals l'avaient fait aux Canadiens, l'Avalanche du Colorado également. Depuis, c'était peut-être un peu moins poreux. Hier, ça a été un match quand même assez spectaculaire, décousu. De 5-2 les Sharks, le Canadien a créé l'égalité en 3e période. Parce que là, c'était 4-2 après la 2e. En début de 3e, les Sharks en marquent un 5e. Exact. C'est 5-2. Logiquement, tu te dis, on ferme les livres. Sur la route, le Canadien en a marqué 3 consécutifs, dont 2 d'Alex Newhook, qui va très bien depuis ça. On ramène ça 5-5. 5-5, mais de l'indiscipline, un peu de chaos défensif. Pénalité pour trop de joueurs sur la patinoire à 4 minutes de la fin. Ouais, c'est un Martin Saint-Louis en a parlé après la rencontre. C'est un revirement en zone médiane, alors que les défenseurs du Canadien étaient en train de changer. Donc, c'est pas comme s'il y avait une mauvaise communication. C'est vraiment, il y a eu un défenseur de trop sur la patinoire parce qu'on n'attendait pas, on prévoyait pas le revirement. Ça mène au but gagnant. Il y en a eu un 7e dans un filet désert. Donc, match assez ouvert. Macklin Celebrini, 4 points. Dont un but, il a été sensationnel, le jeune homme, l'adolescent de 19 ans, hier sur la patinoire. Et là, le Canadien ne joue plus jusqu'à la date limite des transactions, qui est à 15h vendredi. Les 2 prochains matchs du Canadien, vendredi soir à Anaheim et samedi soir face aux Kings. Donc, il ne rejoue plus avant date. Il pourrait avoir un changement dans l'alignement au prochain match. Je pense peut-être pas non plus, là, mais... Kent Hughes est plus réfléchi que ça, mais c'est quand même particulier que tu vois un match de 12 buts qui est comme ton dernier souvenir, ton dernier goût en bouche avant de décider est-ce que je touche à cet alignement-là ou je le demeure intact. Et ce que je lis, j'ai pas vu le match, évidemment, c'était en pleine nuit pour nous, mais c'est que Dobèche a été atroce, là, je veux dire. Mais est-ce qu'on est moins sévère? Plusieurs commandent ça ce matin. Si Montembeault connaît une performance comme ça, on réclame son renvoi à Laval. Est-ce qu'on est moins sévère avec Dobèche? Ben, je vais te dire ça ainsi. Hier, c'était la première défaite en temps réglementaire de Dobèche depuis le 9 décembre. Quand même. Il gagne. Ah ouais. Hier, il a été faible, notamment sur le but de Celebrini dans l'ouverture. Le but gagnant est déporté d'un côté comme... Il n'a pas été très, très solide. Mais il n'en a pas arrêté essentiellement. Tout a rentré. On parle souvent de foot ensemble. C'est quoi la statistique la plus importante pour un carrière? Le nombre de victoires. Un gardien, c'est la même chose. Bon, Isabelle, il y a des fonds en moins pour Radio-Canada. En fait, il y a comme des fonds en plus qui leur avaient été promis et qui leur sont enlevés. Pour le prochain budget, le 2026-2027, on retranche donc 192 millions pour CBC Radio-Canada. Donc, il y avait 2 compléments budgétaires qui leur avaient été promis, le 42 millions et le fameux 150 qui n'aura pas lieu finalement pour la prochaine année. Ce qu'ils disent, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas... que c'est l'élimination pour toujours de ce 150, là, mais pour l'instant, le budget va passer de 1,58 milliard à 1,38 milliard. Je te sens bouleversé, Mario. Ouais? Oui. Ben, je suis bouleversé parce que ça veut dire des émissions spéciales de Tout le monde en parle sur les coupes budgétaires à Radio-Canada jusqu'au mois d'avril. On sait le sujet de toutes les émissions. Un petit peu d'Iran, un petit peu de tête de guerre en Iran, mais les coupes. Mais l'autre point qui a été mentionné hier, c'est Toi, Marc, t'es-tu inquiet pour la culture? Les coupes à Radio... Tous les invités vont devoir comment ça devient l'histoire. Mais attention, moi, je me demande, ils vont couper où? Est-ce qu'ils vont juste couper dans le francophone ou un peu dans l'anglo? Parce que là, le costumier a déjà été coupé. Mais où se fera les coupes? Mais là, l'autre affaire qu'il a mentionnée, c'est on veut regarder c'est quoi la moyenne internationale de financement public dans les diffuseurs publics. Ils veulent regarder la moyenne internationale. Mais là, les derniers chiffres que j'ai, au Canada, on investirait par habitant 32 $ à peu près, alors que la moyenne au G7, c'est 62. Fait qu'on est loin du compte. Ils sont sous-financés. Mais c'est bizarre. Non, mais j'aimerais ça comprendre leur phrase. Je comprends pas. Puis aux États-Unis, le dernier chiffre de 2022, ce serait 79 $ US. Mais j'ai une solution. Une solution à tout. Je suis comme Benoît. Je pense que s'ils veulent voir comment on peut faire des choses avec moins de ressources, les dirigeants de Radio-Canada devraient faire un stage à Cube Radio.